Alors, bonjour à tous, on va présenter ici une révision du cours de première année de thermodynamique sur le diagramme de Clapeyron, qui est le diagramme pression en fonction du volume massique, et on verra comment au sein de ce diagramme tracer un cycle thermodynamique. Donc l'idée ça va être de traiter quelques questions d'un sujet de CCP à ce sujet. Donc d'abord on va tracer le cycle thermodynamique dans le diagramme de Clapeyron et ensuite on va voir à quoi ça peut nous servir et si ça va nous permettre notamment de déterminer l'expression de la chaleur latente de changement d'état d'un corps pur en fonction de la température. Alors le diagramme de Clapeyron est très utile pour représenter l'état d'un système thermodynamique lorsqu'il va passer de l'état liquide à l'état gazeux notamment. Donc on va s'intéresser ici à un corps pur, à l'équilibre liquide-gaz. Alors pour faire cela, on va tracer un diagramme en 2 dimensions. Sur l'ordonnée, on va représenter la pression du système étudié et en abscisse son volume massique. Alors en général, lorsqu'on étudie des corps purs, l'équilibre liquide-gaz fait apparaître différentes zones délimitées par une courbe comme ça en forme de cloche. Alors, à quoi correspondent ces différentes zones? Eh bien, aux volumes les plus élevés, parce qu'on est à des volumes massiques les plus élevés, c'est l'état gazeux qui est représenté. Aux volumes les plus faibles, eh bien, ça va être l'état liquide. Et entre les deux, l'intérêt du diagramme de Clapeyron, c'est qu'il fait apparaître l'équilibre liquide-gaz, donc les deux états coexistent sous la cloche. Donc voilà déjà les trois zones du diagramme de Clapeyron. On voit qu'elles sont limitées par des courbes. Alors, vous avez cette première courbe ici, qui va de là à ici, jusqu'à ce point qu'on appelle le point C pour l'instant. Cette courbe est appelée la courbe d'ébullition, ou encore courbe de bulle. Alors pourquoi? Eh bien, imaginons un liquide, imaginons que le système thermodynamique étudié, le corps pur étudié soit l'état liquide, et puis que on se déplace ainsi, on s'approche de la courbe d'ébullition, et à cet endroit-là, eh bien, les premières bulles de gaz vont apparaître. Donc quand on arrive sur la courbe d'ébullition, c'est là qu'apparaissent les premières bulles de gaz, et on va dire que le liquide, juste avant, quand il est ici, est saturant, puisque on est à la limite du changement d'état. De la même manière, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle la courbe de Rosé. Cette fois-ci, si on considère un gaz et qu'il s'approche de cette courbe, eh bien, quand le gaz va arriver sur la courbe de Rosé, on va dire qu'il est saturant et on va voir apparaître des premières gouttes de liquide, comme la rosée. Et c'est à cet endroit-là, donc, qu'elles apparaîtront sur la courbe de Rosé. Alors, le point C, lui, est appelé le point critique. C'est le même que celui qu'on repérait sur le diagramme PT. Souvenez-vous, le diagramme PT d'un corps pur, il a cette allure. Et ici, on a ce qu'on appelle le point critique. Donc souvenez-vous, vous avez solide, gaz et liquide. Et on pouvait passer de l'état liquide à l'état gazeux sans passer par cette frontière-ci, c'est-à-dire sans voir vraiment un changement d'état net entre le liquide et le gaz, mais passer continuellement de liquide à gaz. C'est ce qu'on appelait l'état, on passait ici par l'état hypercritique, ou supercritique, le fluide supercritique, pour aller du liquide au gaz. Eh bien, il se passe la même chose quand on passe par exemple ici de l'état liquide à l'état gazeux, en étant à des pressions au-dessus de celle de la pression du point C. On passe du liquide à gaz continuellement, donc le point C qui est représenté sur notre diagramme est le même que le point C sur le diagramme PT. C'est le point critique de l'équilibre liquide-gaz. Alors considérons maintenant un corps pur qui est à l'état liquide. Et on va faire diminuer sa pression pour le faire entrer à l'état gazeux. Eh bien, voyons ce que ça va donner. Et on va maintenir la température constante. Donc on va se déplacer sur une isotherme, qu'on appelle une isotherme d'Andrews, dans ce diagramme. Et on peut montrer expérimentalement que l'isotherme a cette allure-là. Donc on a d'abord une chute de la pression.
Ensuite, on a un changement d'état pour passer de liquide vers gaz. Changement d'état qui se fait à pression et température constante. Donc c'est un changement d'état isobar, c'est pourquoi la pression est constante et qu'on évolue sur une horizontale. Et puis ensuite, on redescend ici, suivant cette allure. Voilà l'allure d'une isotherme dans le diagramme de Clapeyron pour un corps pur. A noter que si le gaz peut être considéré comme un gaz parfait, on a ici une allure de type hyperbole. Pourquoi? Eh bien, pour un gaz parfait, on sait que PV égale NRT, c'est-à-dire que P est égal à NRT sur le volume. Alors ici, nous travaillons avec le volume massique. Eh bien, le volume, c'est la masse du système fois son volume massique. Comme on est sur une isotherme, NRT, et pour un système fermé, NRT sur M est une constante, et donc P est égal à une constante sur V. Et donc dans le cas d'un gaz parfait, on a bien l'isotherme qui ressemble de plus en plus à une hyperbole lorsqu'on est dans le milieu gazeux. Voilà pour cette remarque. Et donc à partir de ce diagramme, nous allons pouvoir répondre à quelques questions relatives à l'équilibre liquide-gaz, et notamment tracer le cycle effectué par un système thermodynamique dans une machine thermique. Alors c'est ce qu'on va voir dans l'exercice juste après. Juste avant, je voudrais juste faire la remarque qu'il existe d'autres diagrammes qui sont utilisés quand on étudie les machines thermiques. Des diagrammes enthalpiques, c'est-à-dire que par exemple, au lieu de mettre le volume massique, on va plutôt mettre l'enthalpie massique en abscisse, mais en fait, l'allure sera toujours l'allure d'une cloche. Alors, un petit peu déformée par rapport à celle du diagramme de Clapeyron, mais on aura toujours ici liquide, ici gaz, et ici liquide plus gaz. Donc il ne faut pas s'inquiéter si on vous présente ce genre de diagramme. Il suffit de bien lire ce qui est donné. Et comme souvent, on travaille sur des gammes de pression assez grandes, on va plutôt ici travailler avec le log de la pression pour comprimer un petit peu les échelles. Mais encore une fois, vous aurez cette allure de cloche avec liquide, liquide plus gaz et gaz. Donc pas d'inquiétude si le diagramme qui vous est présenté dans un exercice est un petit peu différent, cela se traite de manière relativement proche du diagramme de Clapeyron. Donc voilà pour cet aparté, et maintenant nous allons représenter une transformation dans le diagramme de Clapeyron. Alors on a ici un extrait d'un énoncé de CCP alors c'est chose très classique, on nous donne un certain nombre d'étapes de transformation thermodynamique d'un corps pur, et on doit représenter les différentes étapes dans le diagramme de Clapeyron. Alors, on analyse un petit peu les différentes étapes. Alors, regardons la première étape. On nous parle d'une vaporisation isobar, isotherme, donc un changement d'état vaporisation, c'est de liquide vers gaz, isobar, isotherme, à la pression P0, température T0, qui était donnée un petit peu plus haut dans l'énoncé, et on nous dit du liquide saturant vers la vapeur saturante. Alors, on rappelle que donc liquide saturant, c'est qu'on est sur cette courbe-là, puisque je rappelle qu'ici, c'était liquide, ici c'était gaz, et ici c'était liquide plus gaz. On doit aller jusqu'à la vapeur saturante. La vapeur saturante, elle se situe sur cette courbe-là. Et cela avec un changement d'état, donc la vaporisation qui est isobar, isotherme, donc on retrouve le tracé de l'isotherme d'Andrew. Donc on va partir du point ici qui est à la pression P0, et de manière horizontale, on va s'arrêter au moment où le liquide est saturant. J'enlève le... On va aller donc de I à J. Ensuite, on continue à échauffer, donc on est à l'état gazeux, mais on continue à échauffer la vapeur, et l'énoncé nous dit de manière isobar. Donc si on est de manière isobar, ça veut dire qu'on est à pression constante, et donc on va encore évoluer de manière horizontale sur le diagramme de Clapeyron, jusqu'à une certaine température T, donc on va s'arrêter à un certain moment, à un point K, qui correspond à la température T. Ensuite, nous avons une compression isotherme. Pour revenir à de la vapeur saturante, et la vapeur saturante, c'est quand on est sur la courbe ici surlignée en bleu.
Alors, le point L, pardon, doit donc être sur cette courbe bleue. Et on y va par une compression isotherme. Alors, compression, c'est une réduction du volume, une augmentation de la pression. Et si elle est isotherme, on se souvient que d'après PV égale nRT, si on peut assimiler le gaz à un gaz parfait, on a P égale nRT sur le volume, mais le volume c'est aussi la masse fois le volume massique, ce qui fait aussi RT, la masse divisée par la quantité de matière c'est la masse molaire, fois le volume massique. Comme la compression est isotherme, ce terme-là est une constante, et donc on va avoir une allure hyperbolique pour P, c'est ce qu'on a rappelé en début de la vidéo sur l'isotherme dans l'état gazeux, donc on va avoir une compression qui va évoluer de manière, voilà, une allure à peu près hyperbolique, pour rejoindre la courbe de saturation ici, repérée par le point L. Il ne nous reste plus ensuite qu'à faire une liquéfaction, donc changement d'état liquide, pardon, gaz vers liquide, isobar isotherme, donc horizontal, pour arriver au liquide saturant, donc on nous dit que le liquide est saturant au point M, donc on s'arrête ici. Et enfin, on refroidit le liquide en suivant la courbe de saturation pour venir au point I. La courbe de saturation, c'est ici la courbe d'ébullition. Et donc voici comment on trace le cycle IJKLM présenté dans l'énoncé. Alors ça, voilà un exemple. Notez que cette étape est souvent appelée une surchauffe, c'est-à-dire qu'on chauffe la vapeur au-delà de la courbe de saturation. Ça a certains intérêts dans l'utilisation des machines thermiques. Et donc voilà à quoi ressemble le cycle que nous demandait de tracer l'énoncé. Alors on va maintenant utiliser ce cycle pour répondre à la suite des questions de l'exercice. Et notamment on nous demande pour chaque transformation, donc IJ, JK, KLLM et MI, la variation d'enthalpie massique du fluide. Donc la variation d'enthalpie massique du fluide, on va la noter delta petit h, h étant l'enthalpie massique, c'est-à-dire l'enthalpie divisée par la masse de l'échantillon du système, étudié. Ici, le système étudié fait 1 kg d'eau. Et d'un kilogramme d'eau. Donc, en fait, l'enthalpie et l'enthalpie massique se confondent. Et donc, on doit calculer delta H sur chacune des transformations. Alors, d'abord, delta H sur IJ. Alors, peut-être faisons un rappel avant de ce qu'on connaît pour calculer delta H. Nous, on sait calculer delta H quand un corps pur subit une variation de température. Dans ce cas-là, on a delta H égale Cp delta T. Si c'est une phase condensée, Cp égale C, la capacité thermique. Alors ça c'est pour un corps pur changeant de température. Pour un corps pur changeant d'état, delta H, c'est la chaleur latente du changement d'état. Et on sait aussi calculer delta H dans le cas d'une réaction chimique isotherme, c'est delta RH0 fois l'avancement final de la réaction chimique. Donc pour une réaction chimique isotherme, delta H c'est delta RH0 fois XIF. Alors on va voir un petit peu ce qui peut nous servir ici. Donc de I à J, donc on travaille avec H massique vu que on travaille avec 1 kg d'eau, delta H de IJ, ben on a un changement d'état. Et donc ça va être la chaleur latente du changement d'état massique. Donc je l'appelle L, c'est une vaporisation, donc ça va être LV, et on est à la température T0. Lorsqu'on est entre I et J, souvenons-nous, on nous disait que c'était un changement d'état isotherme à la température T0. Donc delta HIJ vaut élevé de T0. De J à K, cette fois-ci on a un gaz qui change de température. Dans ce cas-là, ça va être Cp du gaz, donc Cp de la vapeur en fait qui est dans l'énoncé, fois la température finale T moins la température initiale T0, puisque quand on est au point K, la température est T, et quand on est au point J, la température est T0. De K à L, on a une compression isotherme. Ça veut dire qu'on est toujours à la même température T à la fin de la transformation, qui est T qui est la température de départ de la transformation, et aussi la température finale de transformation. Or, de K à L, on a un gaz, et pour un gaz, H ne dépend que de la température.
puisque delta H c'est CPV delta T, et ben donc ici on a CPV fois la température initiale, température finale moins la température initiale, qui sont les mêmes, donc c'est 0. Puisque on a un corps pur subissant une transformation isotherme, il n'y a pas de changement d'état ici, donc ça fait Cp delta T qui vaut 0. De L à M, on a un changement d'état, et cette fois-ci c'est une liquéfaction, donc c'est l'opposé de la vaporisation, donc le delta H de Lm c'est moins élevé, mais cette fois-ci on n'est plus à la température T0, mais on est à la température T. Puisque ici encore on est sur un isotherme, donc la température entre L et M ne varie pas, on a juste un changement d'état. Delta H vaut moins LVT. Et enfin de M à I, on est à l'état liquide, parce que même si on est sur la courbe de saturation, on est sur la frontière de l'état liquide. C'est un corps pur, donc qui change de température. Cette fois-ci c'est Cp du liquide, fois la température finale en I, qui est la température T0, moins la température initiale en M, qui est T. Donc voici les différents delta H, les différentes variations d'enthalpie massique au cours de la transformation. Et dans la dernière question, question C, on nous demande d'en déduire qu'il y a une relation de la chaleur latente massique de vaporisation en fonction de la température qui est de la forme A plus B fois T. Alors, comme on nous dit en déduire, on va essayer d'utiliser les résultats de la question précédente et on a calculé delta H sur chacune des étapes. Mais au final, on est revenu au point I. On est parti du point I, on était à l'état initial au point I, on a fait une succession de transformations et on revient au point I. Donc le delta H sur le cycle, comme on part d'un état initial qui est égal à l'état final, H étant une fonction d'état, l'état initial étant le même que l'état final, le delta H sur le cycle est nul. Mais il est aussi égal à la succession des delta H calculés précédemment. Donc on va écrire que la somme des delta H précédemment calculés vaut 0. Et on va sûrement obtenir la relation demandée, donc ça fait LV de T0, donc ça c'est une constante, plus CPV de T moins T0, plus 0 moins LV de T, plus CPL facteur de T0 moins T égale 0. Et nous, ce que nous cherchons, c'est LV de T, ben, on peut l'isoler rapidement en le faisant passer de l'autre côté, et LV de T, ben, on va s'apercevoir que c'est alors CPV moins CPL fois T plus LV de T0 plus CPL moins CPV fois T0. Et on a bien quelque chose qui est de la forme demandée, puisque voilà l'expression de LV, on a bien une constante fois la température, cette constante on l'appelle A, plus une autre constante qu'on peut appeler B. Donc voilà un exemple d'utilisation du diagramme de Clapeyron PV pour l'étude d'un cycle qui permet ici de montrer une évolution qui a permis ici de démontrer que la chaleur latente de vaporisation d'un corps pur, c'est-à-dire l'enthalpie massique de vaporisation d'un corps pur, dépend de la température à laquelle on fait le changement d'état, auquel on fait ce changement d'état, et dépend de la température de manière affine. Donc voilà, ça c'est pas un résultat à connaître, mais c'est ce qui a permis de démontrer l'étude de ce cycle. Vous étudierez d'autres cycles où, dans le cas de machines thermiques, cette étude vous permettra de déterminer par exemple le rendement d'une machine thermique réelle, type une pompe à chaleur ou un réfrigérateur, et à chaque fois on passera par l'étude des diagrammes.